L'être humain a une aptitude naturelle à modéliser. Dès la naissance, nous commençons à copier les autres et nous acquérons une multitude de talents et de capacités toute notre vie. Quand un adulte veut apprendre quelque chose de nouveau, comme jouer d'un instrument, il regarde attentivement ce que l'autre fait et le reproduit. La modélisation en PNL est plus structurée et a des buts plus précis que la modélisation naturelle qui peut être due au hasard. Par conséquent, elle produit des résultats fiables et adaptés. Le but de la modélisation PNL est de faire aussi bien qu'un spécialiste et aussi d'enseigner à d'autres. Donc, vous comprenez donc que nous allons faire la modélisation explicite. Bien avant cela, nous allons présenter nos illustres experts et modèles de ce jour. Je vais commencer par la dame. Donc, Akissi Delta est analphabète de la langue française. Elle n'a jamais été scolarisée et elle quitte Dimokro, qui est sa ville natale, au centre de la Côte d'Ivoire, pour vivre avec l'une de ses tantes à Abidjan. Une tante qui s'attache, sans pourtant la scolariser, à lui apprendre les fondements de la vie et de l'éducation. Et Akissi Delta continue à apprendre à parler le français. Elle commence sa vie professionnelle comme danseuse en 1974. Elle enchaîne divers métiers alimentaires, de femme de ménage à danseuse, en passant par les poses photos dans des magazines. C'est dans ce contexte qu'elle entame une carrière cinématographique en 1977. Elle est découverte par Feu Léonard Goguet, comédien et fondateur de la troupe Comment ça va? Il apprécie la personnalité de la jeune fille qui est une fonceuse. Lorsque l'émission s'arrête en 1994, elle en recrée une autre avec les mêmes acteurs qui parlent de la vie quotidienne en Côte d'Ivoire avec humour. Elle joue pour des réalisateurs africains, notamment les Ivoiriens Henri Dupac et Roger Ngouambala. Henri Dupac, dans Rue Princesse, écrit même un rôle sur mesure pour elle. Elle réalise aussi un feuilleton populaire dans lequel elle joue également, intitulé « Ma famille ». Elle réalise une autre série télévisée, Le secret d'Akissi, où elle s'inspire de sa propre vie. En 2016, reprenant la trame de Ma famille, elle tourne une nouvelle série intitulée « Ma grande famille ». Madame Akissi Delta, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette présentation? Voilà. Oui, très bien, j'ai été bien présentée. Seulement, c'est le photo de ma tante. Moi, j'étais toute petite, j'avais 7 ans, 8 ans, tout malade. Et comme elle était infirmière d'État, elle m'a plutôt fait venir ici, non pas que ça pour me donner des soins. Voilà, donc elle est venue chez sa tante. Je n'étais pas grande, j'étais petite quand je suis venue. Et je ne pouvais pas aller à l'école parce que j'étais très très malade. Voilà. Donc c'est dans les soins comme ça que j'ai grandi. Ok, merci beaucoup. Nous allons nous tourner maintenant vers Monseigneur Emmanuel Mbok Mbok. Fils de la famille la plus pauvre de Ngodissi, village isolé au cœur de la brousse camerounaise. Le jeune Emmanuel fréquente l'école primaire. Devenu orphelin de père à son entrée au petit séminaire, un prêtre autrichien pourvoit au manque d'argent. Ce bienfaiteur meurt
dans un accident de la route alors que le jeune Emmanuel entre en seconde. La famille autrichienne prend le relais et le petit séminariste deviendra grand séminariste avant de rejoindre la faculté de philosophie de Strasbourg. Le pape Jean-Paul II l'ordonne prêtre à Yaoundé en 1985. L'abbé Emmanuel rejoint l'Alsace, heureux de son parcours et de son état. Il porte cependant comme des stigmates la misère et les difficultés qui ont jalonné sa vie. Il décide de rentrer au Cameroun. Il veut aider son peuple, accompagner les villageois, et favoriser la scolarisation des enfants pauvres, soigner les indigents. Avec des amis allemands, canadiens, français, l'abbé Emmanuel parvient à fonder l'organisation humanitaire Afrique Future en février 1988. Il imaginait prioritairement la construction d'une école primaire à Ngodissi. Les habitants ont préféré le pont qui désenclave Ngodilom, le village voisin. D'autres ponts, des pistes, des dispensaires, des hôpitaux, des écoles, des centres d'accueil, de nombreux emplois salariés constituent aujourd'hui le capital en générosité d'Afrique Future. Depuis sa création en Alsace en février 1988, l'association Afrique Future a beaucoup bâti au Cameroun. Des ponts, des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, des pistes rurales. Elle compte actuellement quelques 400 salariés dans ces différentes structures sur place. Afrique Future, c'est 36 ans d'action de développement au Cameroun. 300 km de pistes, 100 ponts, 11 centres de soins, 6 hôpitaux, 10 puits, 4 écoles, 2 grands complexes scolaires qui accueillent plus de 1000 enfants et jeunes, majoritairement des pauvres. Et ça s'applaudit. Monseigneur, souhaiterez-vous ajouter quelque chose? Non, tout est dit, merci. Parfait. Donc, après avoir présenté nos modèles, nous allons commencer la modélisation explicite. Chers modèles et experts, voulez-vous nous parler de vos différents domaines d'activité en 5 minutes? Nous allons commencer par la dame, Madame Akissi Dekta. Je vais déjà commencer où je suis déjà grande. Parce que vous avez déjà tout dit là. Qu'est-ce que j'ai pu dire d'autre? Je commencerai par, après tout ce qu'on vous a expliqué, en 1994, j'ai commencé à être une jeune fille. Et dans mon groupe d'ethnie, quand tu commences à être grande, on t'envoie, on te fait une sorte de cérémonie pour dire que tu es grande. Parce que j'étais très dynamique à la maison avec ma tante. Et quand on m'a envoyé faire cette cérémonie-là à Demokro, là où je suis née, on a fini au lieu de rentrer à Abidjan, où on m'attendait. Je ne suis pas venue à Abidjan. Je n'ai pas en fait entendu pourquoi on aille me chercher. Moi-même, j'ai fait mon baluchon et puis j'ai sauté dans le train. Je suis venue moi-même. Ma maman pense que je suis à Demokro au village. Ma grand-mère, elle pense que je suis venue à Abidjan chez ma tante. Personne ne savait où je me trouvais. Quand je suis arrivée, je ne voulais pas voir un parent. S'ils allaient directement à Ville-Cité, elle habitait chez une amie à Créjane. Là-bas, j'ai commencé à chercher le travail de servante pour faire, parce que je voulais devenir artiste et chanteuse. Donc, c'est comme ça que c'est allé travailler chez une dame
qui faisait danser les jeunes filles. Là-bas que fait Papa Léonard Grosgué, aller rendre visite à la dame chez qui je travaillais. C'est comme ça que j'étais, puisque je le voyais à la télévision, j'étais excitée, j'étais contente, je sautillais de partout. Au moment où elle va dire, elle va sortir pour dire tout, donner de l'eau, j'avais déjà tout fait, tout était là. Donc quand elle est sortie, elle a dit, et il a dit, mais elle est très bien ta fille là, elle est éveillée, elle est bien, elle m'a bien reçue. Il dit, ah, elle peut sortir à la télévision. Il dit, mais elle peut sortir à la télévision. Elle dit, malheureusement, elle ne sait pas s'exprimer en français. Elle dit, non, mais elle n'a pas besoin. Papa Grosgué dit, mais elle n'a pas besoin de s'exprimer. Elle va faire son propre travail, travail de servante, et elle aura une patronne qui va parler. Donc, madame a donné son accord. Je suis partie. J'ai tourné pour la première fois avec une grande comédienne ici qui s'appelait Albertine Nguessan, qui était aussi professeure à l'INSA, paix à son âme. Et j'ai joué avec cette tante-là. Elle m'a bien maltraitée et ils ont apprécié le rôle que j'ai joué, la peur et tout. Et c'est comme ça que M. Grosgué allait dire à ma patronne que j'ai bien fait, que désormais je pouvais me déplacer seule pour venir à la télévision tous les mardis et que je peux rester. Voilà comment j'ai été intégrée. Mais pendant que je faisais comment ça va, je n'ai pas laissé de travailler mon travail de servante parce qu'après chez la dame, je suis partie travailler chez d'autres personnes. J'ai fait près de 5 ans de travail de servante. C'est après le départ de Papa Grosgué, comme on l'avait dit. On était là, on était payé à la RTI, mais on ne travaillait pas. Alors je me suis rendue chez lui pour dire, bon, tu es parti, on ne travaille pas. Mais mes autres copines, déjà, chacun est parti à faire ce qu'ils ont à faire. Donc, je lui ai dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais tout de même pas aller continuer dans le travail de servante pour aller me marier, pour m'asseoir dans un foyer. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends le film, on reste comment? Il dit, non, lui, il a pris sa retraite, il ne vient plus travailler à la télévision. Je dis, non, c'est là pour me donner comment ça va là, moi je vais aller faire, que je suis capable de le faire. Il me dit, tu es capable? J'ai dit oui. Il a dit, bon, je te donne l'autorisation, tu peux aller faire, mais il faut laisser le nom, comment ça va, il faut choisir un autre nom. C'est comme ça que je suis venue voir les autorités, parce qu'il fallait qu'ils me donnent d'abord la permission, avant que je vienne voir les autorités de la RTI à son temps. Donc je suis venue les voir, ils ont accepté. Et c'est comme ça que j'ai fait venir comment ça va, et on appelait ça qui fait ça. Et qui fait ça, je suis restée dedans. Et puis bon, comme les gens le savent, plus tard, ça va sortir qu'elle ne sait pas lire écrire. Ce n'est pas elle qui va diriger les gens qui ont fait la Sorbonne, qui ont fait ça. Ils ne vont pas accepter que je sois les responsables. Ils ont fait pétition pour dire qu'une analphabète ne peut pas le commander. C'est qu'ils oubliaient que c'est grâce à l'alphabète qu'ils étaient là. Je n'ai rien dit, ils ont signé pétition, ils ont donné à l'époque M. Georges Apouké, qui était directeur à l'époque de la RTI. Il m'a appelé, me dit, tes collègues là ne veulent plus de toi comme chef. Je lui ai dit que les scénarios qui se jouent là, c'est moi qui écris. Il dit que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas toi qui écris les scénarios. Les gens se rappellent de Fé Camara H. Ils savaient que lui que je jouais à l'époque. J'ai dit d'accord. Donc quand j'ai accepté, je suis partie. Et quand je suis partie net, c'était sous Gay en ce moment, c'était en 2000. Je suis partie ici assise à la maison. Quand Mme Yahi Constant, qui était ministre des Femmes, elle m'a appelé pour me dire, tu vas venir être ma conseillère officielle. Donc je suis partie devenir conseillère de Mme Yahi Constance, que je salue, Yahi Constance. J'avais mon bureau. Et je lui ai expliqué, mais je ne sais pas lire comment je vais dire non. Donc j'avais un bureau et j'avais une secrétaire. Merci beaucoup. Ils ont voulu me faire du mal, ils m'ont renvoyé et c'est parti plus. Je suis devenue plus grande. Donc de là-bas, et ensuite il y a eu des problèmes. Gay est parti. Moi aussi je suis partie. Maintenant quand je suis venue voir M. Agboké, j'ai dit bon voilà,
M. Gay est parti, je ne suis plus assistante au ministère. Et je vais reprendre le cinéma. Et il m'a dit, bon, commence à écrire. Vraiment, c'est toi qui écrivais le scénario de qui fait ça? J'ai dit, oui, mais on écrivait en groupe. Mais moi, je peux. Il a dit, c'est vrai, j'ai dit, je peux. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire ma famille. Merci, Madame. J'ai écrit ma famille, je suis appelée présenter ma famille. C'est exactement ce que je faisais à M. Camara H. C'est ce que je fais à Boyeri. Pour démontrer à cette personne-là que c'est moi qui ai écrit. Donc, quand j'écrivais ma famille, quelqu'un veut me prêter un mot, je ne prends pas. Parce qu'ils vont dire encore que c'est pas moi. Donc, tout ce qui s'est passé dans ma famille, c'est moi ce que j'ai fait des paroles. Je ne veux pas que quelqu'un touche. Pour ce qui m'est arrivé dans qui fait ça, je ne voulais pas que ça m'arrive. Ils vont dire que encore c'est nous qui avons fait. Je ne voulais pas. Et je voulais me mesurer si moi-même je suis capable de d'écrire un scénario sans que quelqu'un m'aide. Et apparemment, ma famille, les gens ont apprécié et ils ont aimé les tests. J'ai fait ça, j'ai fait mon mise en scène et tout. Et voilà, pour voir ma capacité. À la fin, bon, ça a marché. Et puis pour ma grande famille, on va sauter les étapes. Mais dites que la vie n'a pas... On ne peut pas tout dire ici en 5 minutes. D'accord. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Ok, merci. Déjà, il y a une phrase que je retiens, je suis capable de le faire. Et on verra tout au long quelles sont les stratégies qu'elle a utilisées pour pouvoir le faire. Je vais me tourner vers mon Seigneur pour qu'il nous parle un peu des activités de Afrique Future. Il y a donc 36 ans que j'ai fondé quand j'étais étudiant à Strasbourg, Afrique Future. Mais pourquoi? Parce que après mon ordination, j'avais une question. Comment vais-je rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Parce que mon parcours a été vraiment difficile. Je suis devenu prêtre par la grâce de Dieu. Mais d'abord de famille très pauvre. Je devais aller à l'école à 10 km. Ça me faisait 20 km par jour à pied. Ensuite, on mangeait à peine une fois par jour, peut-être le soir. Ensuite, j'entre au séminaire, comme elle l'a si bien dit. Mon père décède 2 jours après. On me renvoie du séminaire. Après, un Autrichien, un prêtre autrichien prend le relais. Lui aussi meurt. Après, là, une famille prend le relais. Et c'est comme ça que j'arrive au sacerdoce. Et c'est pour ça que je me disais, mais que vais-je faire pour rendre grâce au Seigneur? C'est pour cela que j'ai décidé de créer Afrique Future avec des amis qui m'invitaient au restaurant tout le temps à Strasbourg les week-ends. Et le repas, c'était 20 000 francs. Alors un jour, je leur ai dit non, je ne peux pas continuer à venir avec vous pour des repas de 20 000 francs. 20 000 francs, c'est beaucoup pour une famille chez nous. Ça peut aider une famille pendant 2 semaines à 3 semaines à se nourrir. J'ai dit non, je ne viens plus. Si vous voulez que je continue à être de votre compagnie, associez-vous à moi pour créer Afrique Future. Voilà comment Afrique Future est née. Et je ne peux pas vous dire comment, pourquoi ça s'est développé tellement. Parce que moi-même, quand je regarde en arrière, même si en PNL, il ne faut pas regarder en arrière, on a dit hier, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas, c'est commencé d'une façon banale. Un village, Godilom, complètement enclavé, où les enfants mouraient pendant la saison des pluies parce qu'ils devaient traverser la rivière par la natation pour aller à l'école. Alors, le projet commence par là, alors que moi j'avais en tête une petite école dans le village. Et après ce pont, plusieurs ont commencé à demander des ponts. Après, il n'y avait pas d'hôpital dans la région et on a créé l'hôpital. Ensuite, d'autres sont venus encore demander tous les ponts. Et aujourd'hui, comme il vous l'a bien dit, nous sommes
à plus d'une centaine de ponts et plus de 500 km de plus de village. Et puis les 5 hôpitaux qui fonctionnent et des dispensaires. Alors, ma journée, qu'est-ce que je fais à longueur de journée? Je comprends, il faut gérer tout ça, parce que c'est beaucoup. Et puis, je suis le lien entre Afrique Future Canada, Allemagne et France. Ensuite, gérer ces hôpitaux, ces 5 hôpitaux, ces 6 dispensaires de brousse. Heureusement qu'aujourd'hui, avec WhatsApp, on n'a plus besoin de se déplacer. Donc, on communique tout le temps. D'ailleurs, même quand je suis ici en Côte d'Ivoire, tous les jours, à la fin de la journée, chaque chef de service me fait le point de la journée. Et puis, dans ma semaine, je change de lit plusieurs fois. Au moins 3 fois. Je change de lit parce qu'il faut partir d'un endroit à un autre. Et pour voir un hôpital, pour voir un dispensaire, pour voir l'école. Et puis en plus de ça, je suis vicaire général de mon diocèse, dont le second de l'évêque, donc l'alter ego de l'évêque. J'ai tous les pouvoirs, sauf le pouvoir sacramentel. Donc il faut que je reçoive les prêtres, les chrétiens qui ont des problèmes, surtout des conflits entre prêtres et chrétiens, les conflits matrimoniaux que le curé ne peut pas résoudre. Il faut encore que je sois là. Donc, ma semaine, je ne vois pas le temps passer. Ma journée devra avoir 48 heures. Mais même 48 heures ne suffirait pas. Et puis les fins de semaine, où normalement on se repose, moi c'est en ces temps-là que je vais avec l'évêque en paroisse. On va visiter en visite pastorale pour connaître, parce que l'évêque il est nouveau, pour connaître la paroisse, rencontrer les chrétiens, évangéliser de vendredi à dimanche. Et puis lundi, ça recommence. Alors c'est comme ça que ma vie, c'est en fait une activité sans arrêt. D'ailleurs, on me dit toujours, mais quand est-ce que tu vas te reposer? Je vais leur dire, j'aurai tout le temps après ma mort. Merci, Monseigneur. Vous gardez le micro. Vous avez dit une chose très intéressante, comment rendre grâce à Dieu pour le parcours. Et ensuite, vous avez dit, vous ne savez pas comment tout cela a commencé. Je vais vous demander de nous dire où et dans quelles circonstances vous avez décidé de vraiment vous investir dans Afrique Future pour commencer toutes ces œuvres. Mais d'abord, c'était la réponse à la question comment vais-je faire pour rendre grâce au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Donc, c'est le départ de tout cela. Et pour moi, c'était tout simplement construire une petite école dans mon village pour que les enfants n'aient plus à parcourir 10 km comme moi. Alors maintenant, quand je viens, eux ne veulent pas d'école. Ils trouvent que l'école, ce n'est pas important. C'est plutôt le village à côté qui me demande un pont. Et je comprenais leurs difficultés. Et puis la région qui n'avait pas de centre de soins qui me demande un hôpital. Donc je commence par construire cela. Et quand j'ai construit cela, les demandes ont commencé à puiser de toutes parts. Alors, et ça m'a motivé à aller toujours de l'avant. Mais pour aller de l'avant, moi-même je ne sais pas par quel miracle. Parce que je suis comme ça, je passe quelque part, on me demande une école. Mais je n'ai pas d'argent. Mais quand je prends leur projet à cœur, je vais trouver de l'argent. Chaque fois que je prends leur désir à cœur, je vais trouver de l'argent. Un jour, je passais à un quartier de Yaoundé, ils me disaient toujours, même pourquoi vous faites toujours en brousse, vous ne voulez pas venir ici à Yaoundé. Mais je leur dis, mais je parle de terrain. Et puis, je passais à un endroit et je voyais toujours un terrain là. Mais à qui appartient ce terrain? Je ne sais pas. Après, quand je vais fouiller, ils m'escroquent de l'argent. Ce n'était pas leur terrain, mais c'était le terrain de l'archidiocèse de Yaoundé. Alors, après je vais voir l'archevêque,
Mais l'archevêque lui-même ne savait même pas qu'il avait encore un terrain à cet endroit. Et puis il n'y avait aucun papier de que la commune avait donné ce terrain au diocèse. Il fallait que je fasse les papiers d'abord au nom du diocèse pendant 4 ans. Et puis le diocèse après rétrocédé à Afrique Future. À cet endroit, 800 mètres carrés seulement, je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait y construire un hôpital. Mais on a construit notre hôpital de référence il y a 3 ans, avec une centaine de lits sur 7 niveaux. Parce qu'il n'y a pas assez de terrain, c'est seulement 800 mètres carrés. Et comment c'est arrivé? Quand vous avez une idée, quand vous avez une vision, il faut toujours que ce soit clair, ce que vous voulez. Il faut que ce soit vraiment clair dans votre tête. Et vous allez trouver des financements. Mon financement là a été miraculeux. Les Canadiens n'aiment pas entendre parler de construction, disent qu'ils ont construit beaucoup d'éléphants blancs au Cameroun. Ils font un appel d'offres, comme ils appellent. Il y avait 135 projets, et dans les 135 projets, il n'y a que le nôtre qui avait la construction. 35 sont choisis, dont le nôtre, le seul qui avait la construction. Et voilà, nous sommes arrivés à voir ce qu'il fallait pour construire cet hôpital qui a coûté 7 milliards. Bravo. Moi, de ma vie, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je toucherais 1 milliard. Jamais de ma vie. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mais je me suis... La première réaction était que Dieu est grand. Dieu est grand. C'est-à-dire, quand tu crois en Dieu, Dieu t'aide. J'avais l'habitude, j'étais professeur au grand séminaire au Cameroun, j'avais l'habitude de dire toujours à mes étudiants, quand vous travaillez pour Dieu, Dieu travaille pour vous. Et ça, c'est mon expérience de 38 ans de sacerdoce, de prêtrise. Merci, Monseigneur. Maintenant, je vais me tourner vers Mme Akissi Deita pour que vous puissiez nous dire quand et où et comment vous avez décidé de passer votre vie dans le cinéma. C'est vrai que vous avez commencé à jouer des rôles, vous avez fait vos preuves, mais à quel moment vous avez décidé de faire de cela toute votre vie? Quand je voulais sortir à la télévision, j'étais chez ma patronne. En ce moment, il n'y avait pas toutes les histoires de cinéma. Je voulais plutôt chanter. Je voulais chanter la preuve que notre Birida de Côte d'Ivoire, je suis inscrite au Birida de Côte d'Ivoire en tant que chanteuse, pas en tant que comédienne, mais en tant que réalisatrice. Je n'ai jamais voulu faire cinéma, mais du moment où Papa Léonard de Dieu m'a envoyé dans le cinéma, et quand je suis partie de là-bas, et j'ai fait ma famille, je voulais, quand mes amis ils ont signé pétition, je suis partie, c'est en ce moment-là, c'est à ce moment-là que je dis, d'accord, comme ils m'ont mis dehors, on dit je ne vaux rien, moi, je vais faire cinéma pour leur prouver que je suis capable de le faire. C'est comme ça. Okay. Merci. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la première action. Vous avez dit que vous voulez leur prouver que vous en êtes capable. Donc, quelle est la première action que vous avez posée pour leur prouver cela? Les responsables de la RD m'avaient donné l'autorisation. J'avais même le temps d'antenne. Mais je n'avais pas l'argent pour tourner le film. Le scénario est là. Qui va me faire confiance? Je me promenais à mon scénario. J'ai demandé à tous ceux que je connais en Côte d'Ivoire. Personne n'a voulu m'aider. Alors, si vous allez voir une dame béninoise avec qui... c'est une autre histoire. C'est une parenthèse. Il y a M. Salif Keïta qui voulait venir faire son jubilé. Domingo, le Malien, le grand joueur en Côte d'Ivoire. Comme il dit, on cherchait une secrétaire.
Je me suis fait passer pour une secrétaire, j'ai dû organiser ces films. Et c'est là-bas que j'ai croisé la dame béninoise. Là. Après, Jubilé est fini, elle est partie. Mais quand je cherchais l'argent pour pouvoir tourner le film, là, son idée est venue dans ma tête. Et je cherchais jusqu'à parce qu'elle était très gentille avec moi. Et c'est allé voir la béninoise là, elle s'appelle la Goulia Pierrette. Et cette béninoise là m'a donné 500 000 francs. Je lui ai montré mes scénarios et tout. En ce moment, les gens ne savaient pas ce que c'est un film et puis tout. Elle m'a donné 500 000 francs. Et c'est allé voir mettre un hôtel, ils allaient voir. Et ce hôtel-là m'a conseillé une dame qui m'a donné, une dame burkinabé qui m'a donné 1 million. Donc finalement, j'avais 1 500 000 francs. Donc c'est avec les 1 500 000 francs là que j'ai commencé ma famille. Et au fur et à mesure, 1 500 000 francs, j'ai commencé à tourner ma famille. Voilà. Merci. Madame Akissi Deta, vous n'avez pas fait d'école en cinématographie. Donc, quelles sont les compétences et les stratégies que vous avez développées pour pouvoir écrire ces scénarios et pouvoir réaliser tous ces films? Quand on s'habille, on se regarde dans le miroir, on est content. Quand tu es mal habillé, tu n'es pas content, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu es content. Et ce que tu as l'habitude de faire, si quelqu'un se lève pour faire, tu as entendu, on est là, si quelqu'un se lève pour m'imiter, je serai content, je vais rire parce qu'on est en train de m'imiter. Et à force de travailler dans les différentes maisons des foyers, je vois le comportement de madame et monsieur. C'est la seule servante qui peut savoir si monsieur est content ou madame n'est pas contente. D'abord, les deux sont comme ça, les deux t'insultent. Maintenant, quand les deux font par là, c'est toi qui sers d'intermédiaire dans la maison. C'est vrai. Madame va dire à ton patron que comme ça. Le monsieur va dire à ta patronne que comme ça. Donc, toi, tu fais les va-et-vient. C'est ce que j'ai essayé de représenter avec Marie-Laure, Beau, père à son âme, avec Clémentine. Donc, je dis, bon, je ne connais pas papier, je n'irai pas faire la politique dans mon film. Je ne vais pas aller parler de religion dans mon film, chercher des problèmes. Ce que j'ai vécu et ce que je sais est que le couple là, ce qu'on déteste plus dans la maison, que le chauffeur et la servante, quand les deux milliardaires ne sont pas contents, c'est le chauffeur qui gère et c'est la servante qui gère la maison. Parce que quand monsieur dit, aujourd'hui je ne veux pas, je préfère que le chauffeur me dépose. Ou bien le chauffeur va déposer madame, tu viens me chercher. Et madame va me parler dans la voiture jusque là-bas. Monsieur va demander, tu l'as déposé où? Chez son tailleur. Oui, mais c'est tout ce qu'elle sait faire chez le tailleur ou bien chez la coiffeuse. Donc, le chauffeur entend tout, j'étais d'accord. Moi, le film, je vais baser sur les problèmes, uniquement les problèmes de foyer. Malheureusement, en tournant, je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir avoir la voiture. Où ça va, donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu réaliser. Mais donc, je dis, mais le problème de foyer qui concerne tout le monde entier, problème de foyer. Et c'est comme ça que les gens ont apprécié dans toute l'Afrique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, je me suis inspirée par le travail des servants. Ça, les gens se disent, il ne faut pas dire, mais c'est là-bas que j'ai été inspirée pour pouvoir écrire le scénario. D'accord. Maintenant, comment vous savez que c'est la bonne chose, le fait de vous inspirer de la vie, de foyer? Comment vous vous rendez compte que c'est ce qu'il faut faire, voilà, pour votre film? Oui, c'est ça la bonne idée, parce que d'abord les hommes, c'est rare que tu vas voir un homme s'asseoir pour regarder les séries. Il ne regarde pas. Les hommes vont regarder le football, vont regarder un peu le journal télévisé. Après, ils passent, c'est les femmes qui passent leur temps devant la télévision. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les hommes puissent s'asseoir pour regarder le film? Il fallait montrer à quelqu'un qui leur ressemble. Il dit, voilà comment vous faites. Alors, je commence à écrire les personnages de Boïri. Personnage de Boïri, quelqu'un qui passe son temps à chercher toutes les femmes, mais en même temps il est jaloux, et puis il trompe sa femme tout le temps,
et il est tellement intelligent, même quand sa femme l'attrape, il va tout faire pour détourner l'affaire pour mettre sur elle. Donc il fallait trouver, le centre du film, il fallait trouver un homme comme ça. Parce que je voulais, maintenant les femmes, comment je voulais les attirer, c'est l'habillement. Donc moi en temps normal, je ne m'habille pas en bagne, mais j'ai choisi, parce que ma maman qui m'a élevée, j'ai été élevée en ville, même un morceau de pain, je n'en ai pas. Parce que dès que je me lève le matin, je suis en robe, ou bien je suis en pantalon, c'est comme ça qu'elle m'habillait. Je ne sais pas attacher le pain. Mais j'ai choisi de prendre le pain pour faire ma tenue de scène. Parce que je dis, pendant que les femmes sont préoccupées au modèle, les hommes vont regarder les plans de Boïri. Les gens ne se lèvent pas comme ça pour faire des films. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils racontent des commérages, mais pour pouvoir attirer les gens, je me suis assise pour réfléchir qu'est-ce qu'il fallait. Maintenant, il y avait le rôle intermédiaire. J'ai aussi présenté les femmes, donc qui représentent Clémentine. Il y a des femmes qui disent, moi, mon mari, là, il va avoir peur, je vais le commander, je vais l'autoriser, il ne pourra pas me tromper. Ça pour dire aux femmes, là, c'est faux. Et pour tromper une femme, là, en 5 minutes, un homme peut te tromper. Donc, j'ai montré pour dire, voilà, Clémentine qui crie, qui fait tout là. C'est que Gaudi va faire là, il fait. Il va faire. Donc, toute affaire de foyer là, tu laisses, c'est Dieu même qui te protégera. C'est ce que j'ai essayé de présenter un peu. Merci beaucoup. Maintenant, voilà, maintenant il fallait trouver dans la vie, que ce soit dans la famille, que ce soit dans un quartier, il y a toujours quelqu'un qui se mêle de tout. Et ça, c'était Amélie. Amélie, nous tous les deux, on est mariés et on a eu une amie célibataire qui se promène entre nous, qui n'a rien à faire, qui habite ici, C'est elle qui prend par des gens pour faire. C'est elle qui n'a pas de mari et c'est elle qui se promène pour faire les palabres et marier des gens. Mais il fallait trouver la personne là qui est Amélie. Je me suis assise longtemps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les gens regardent ce film? C'est comme ça que, bon, wow. J'espère que les gens ont apprécié. Wow. Wow. Merci beaucoup. Maintenant, Monseigneur, vous êtes prêtre, vous n'êtes pas économe, gestionnaire, et vous avez eu un marché de près de 7 milliards. Dites-nous, quelles sont les compétences et les stratégies que vous avez développées pour pouvoir gérer tout cela et pour pouvoir gérer également les ressources humaines que vous avez dû employer pour continuer votre œuvre? Mais c'est un philosophe allemand, Kant, qui dit qu'il y a 2 raisons, la raison pratique et la raison pure. Et quand vous voyez nos arrière-grands-parents qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont quand même vécu, ils ont élevé des enfants et ils ont dirigé les peuples, c'est l'intelligence pratique. Moi, au séminaire, j'ai étudié la théologie et la philosophie. Je n'ai jamais fait gestion. Mais avec l'intelligence pratique, tu peux arriver à faire des miracles. C'est à force de travailler là-dedans, je suis devenu gestionnaire, administrateur, constructeur, parce que en faisant, se faire en faisant, ça a été ma première stratégie. Et la deuxième chose, faire confiance. J'ai fait confiance à mes compatriotes parce que l'Afrique souffre d'un mal profond. D'autres ne nous font plus confiance, ça ce n'est pas grave. Que d'autres peuples ne nous fassent plus confiance, ce n'est pas grave. Mais ce que je note, surtout dans mon pays, on ne se fait plus confiance les uns des autres. On a peur des uns des autres. Il va me faire un mauvais coup. On n'a plus confiance entre nous. Alors, ce que
j'essaie de faire chaque jour, c'est d'essayer de faire comprendre à mes collaborateurs et collaboratrices qu'ils sont capables. Ils sont capables de faire. D'ailleurs, c'est grâce à eux que tout fonctionne et tout fonctionne bien. Et d'ailleurs, le premier principe que j'avais dit à mes amis occidentaux, il n'est pas question qu'ils viennent gérer les affaires d'Afrique future au Cameroun. Il n'est pas question. Leur seul rôle doit se limiter à nous aider à trouver l'argent. Et nous allons, moi je vais leur garantir de la bonne utilisation de cet argent, honnêtement. Mais en ce qui concerne la gestion, la prise en main, il faut que ce soit les Africains. Je ne voudrais pas ces coopérants sur ces gens qui viennent. Non. Ah, mais vous allez échouer et tout. Je dis, le meilleur maître, c'est l'échec. Quand tu échoues, tu commences à te demander pourquoi tu as échoué. Pourquoi tu as échoué. Et c'est là où tu vas prendre conscience de ce que tu es et de comment avancer. Vraiment, c'est très important. Essayer de nous faire confiance entre nous. Développer la confiance et puis on va trouver que ça marche. Même moi au départ, je ne pouvais pas croire qu'aujourd'hui on a près de 450 employés permanents, près de 300 saisonniers parce que nous construisons beaucoup les églises, les ponts, les pistes pour les églises. Je suis aidé par les églises allemandes qui m'ont fait confiance. Donc actuellement j'ai 12 constructions dans mon diocèse de chantier. Il faut suivre cela, mais c'est ma passion, je ne veux plaindre pas. Je vais d'un endroit à un autre. Donc il y a que nous ne devons pas dire qu'on ne peut pas. Non. Regardez-moi, je ne savais pas que je pouvais avoir les compétences de gestionnaire, d'architecte, parce que je suis toujours en train, chaque fois que j'entre dans une maison, je commence à voir cette maison, puis à m'imaginer, mais le futur presbytère, le futur salle la future salle de fête, ainsi de suite, dans ma tête. Donc, être toujours la stratégie, être toujours en train de se dire non, je peux. Et comme disait Barack Obama, yes, nous pouvons. Merci, Monseigneur. Vous avez dit le meilleur maître, c'est l'échec. Pouvez-vous nous parler d'un échec que vous avez vécu et comment vous avez surmonté cet échec-là? Oui, mais effectivement, ne désespérez jamais devant un échec. Parce que des échecs, j'en ai eu et beaucoup dans mon parcours. Et par exemple, un jour, l'évêque et le cardinal qui était mon ancien professeur au grand séminaire m'envoie à Bafoussam, à peu près à 400 km de Yaoundé, pour construire un grand séminaire. Il me connaissait. Et là-bas, c'était dur. Je savais que ce qui m'attendait était très dur. Parce que l'argent qui avait été envoyé par Rome, on ne le retrouvait plus. On ne le retrouvait plus. Et puis finalement, le cardinal me dit, Emmanuel, il m'appelait Emmanuel, vas-y. Et quand je vais là-bas, je suis rejeté par l'évêque du lieu et presque tout son clergé. Parce que je venais pour redresser les choses. J'ai été presque banni. Parce qu'ils ne voulaient pas que je mette le nez dans cet argent comme à peu près, c'était 300 000 $. Mais j'ai accepté mon échec. J'avais échoué là. Je suis allé dire au cardinal, si vous pensez que je vais récupérer un seul sou de cet argent que Rome a envoyé là-bas,
vous vous trompez. Laissez-moi, je vais aller en Europe, en Allemagne, je vais aller chercher un autre argent. Il me dit, vas-y. Et c'est comme ça qu'on a pu trouver l'argent pour construire ce grand CEDER qui est presque un institut universitaire, et c'était 2 milliards qu'on a pu trouver. Dans l'échec là où j'ai joué, je n'ai pas pu récupérer cet argent, mais par ailleurs, Dieu m'a donné les moyens pour construire, pour trouver de l'argent, afin de construire pour un séminaire pour les évêques de la province. Waouh! Merci, Monseigneur. Madame Akisidekta, avez-vous rencontré des difficultés, des échecs sur votre parcours? Parlez-nous-en. J'avais vu mon scénario, 261 épisodes. Je me suis promenée depuis 2000 jusqu'à 2002 que j'ai vu quelqu'un, une Burkinabé et une Béninoise, qui m'a dit, aucun Ivoirien n'a mis 5 francs qui pouvait me faire confiance. Quand c'est fini, je pensais que bon, avec ma famille, la suite, ils vont pouvoir m'aider, mais la suite a été aussi compliquée. Il a fallu encore une Camerounaise qui a rencontré Canal A+, et à cause de moi que A+ est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Mais toujours pas de quelqu'un ici pour accompagner les difficultés, il y en a toujours. Et pour une fois, le ministre de la Culture, M. Banaban Maurice, il a dit, tu es vraiment fatigué, je vais essayer de plaider pour qu'on puisse t'aider. C'est comme ça que M. le ministre Bandama a plaidé pour moi, et aussi ma grande famille, ils ont pu m'accompagner pour que je puisse acheter mes matériels. C'est comme ça qu'ils m'ont apporté de l'aide. Mais sinon, c'est la souffrance, la preuve. Je n'ai pas encore terminé ma grande famille. Ma grande famille, c'est 461 épisodes. C'est 208 épisodes qu'on a regardés. Mais il y a encore près de 300 épisodes qu'on n'a pas encore vu. Donc je suis là, je me débat encore pour pouvoir terminer le tournage. Les difficultés, il y en a eu. Ça a été tous les jours mon chemin. Parfois, les gens, on pose la question aux gens, tu te souviens de quelque chose qui t'est arrivé de terrible? Moi, je peux compter ce qui m'est arrivé de bien. Parce que tout le temps, ça a été que rien n'a été facile pour moi. Tout ce qui peut être facile pour d'autres personnes, quand j'arrive là-bas, c'est toujours compliqué. Tout a été toujours compliqué pour moi. La preuve, je sais qu'il y a des Ivoiriens dans la salle. Ils le savent. Les Ivoiriens sont là. Qu'est-ce qui a été fait ici en Côte d'Ivoire, particulièrement pour moi, de la main? Pourtant, je suis la première réalisatrice fiction en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu des réalisatrices à la télévision ivoirienne qui ont fait des télés pour tous, mais fiction, je suis la première. Et c'est moi-même qui suis ce cinéma en 2000, où il y avait la guerre, le coup d'État. Qui va voir le cinéma? Et en le coup d'État, il y avait, comment on appelle, le couvre-feu était à midi en Côte d'Ivoire, quand je tournais ma famille. Je me lève à 4 h du matin. Je viens tourner à partir de 11 h, il faut rentrer, on tourne. Moi j'habitais à Koumassi, on tourne à Cocody. Plusieurs fois j'ai été attrapée parce qu'il fallait, tout le monde dort à midi, il fallait traverser tout le plateau pour aller là-bas. Pour que simplement les gens s'asseyent dans leur salon pour applaudir. Et c'est pas fini. Quand j'ai fini de commander l'agence, quand j'ai tourné, pour que ça passe à la télévision ivoirienne, il fallait payer le temps d'antenne, 550 000 francs, pour que ça passe. Donc, finalement, les gens me demandent, je gagne quoi dans l'affaire? C'est ce qui m'énerve, les gens qui ont travaillé avec moi, quand ils se disent, elle assiste sur la quand on tourne un film, il faut que la télévision achète, ou bien on vend les DVD. Je n'ai pas vendu les DVD. Les DVD de ma famille qui a été vendue en France, ce n'est pas moi qui ai vendu. C'est les gens qui ont piqué directement à la télévision et qui sont partis vendre ça, ce n'est pas moi qui ai vendu. C'est plus tard que j'ai commencé, à partir de même le mariage, c'est Mézès, le mariage que officiellement j'ai vendu à quelqu'un qui ne m'a même pas donné 5 francs. Donc c'est la souffrance.
Je suis en train d'écrire mon livre qui est Dieu a failli m'oublier. Je m'excuse. Je m'excuse mon père, mais j'ai dit Dieu a failli m'oublier. Et une grande dame en Côte d'Ivoire me dit, mais pourquoi Dieu a failli m'oublier? Il ne t'a pas oublié. J'ai dit, mais si tu connais mon histoire, Dieu a, j'ai dit, il a failli m'oublier. Moi, je vais écrire les livres, on va dire Dieu a failli m'oublier. Peut-être Dieu même va s'excuser pour dire, oh, je ne t'ai pas oublié. Et selon ça, si vous me permettez, je vais vous parler un peu de Dieu, parce que je suis fâchée, je ne vais pas à l'église. Amélie a tout dit, j'ai dit, il faut laisser Dieu et moi, je ne vais pas à l'église. Parce que c'est qu'il m'a fait là, moi, il ne fait pas à l'église. Je lui ai demandé une chose, tant qu'il ne me donne pas la chose là, je n'irai pas à l'église. Non, je suis là, je ne vais pas à l'église. D'accord. Et puis, je voyage, je vais au Gabon. Ça, c'était en 2004. Je suis au Gabon. Pendant que je suis au Gabon et à la guerre ici encore en Côte d'Ivoire, je ne peux pas venir. On dit l'avion ne peut pas atterrir, donc je reste au Gabon. On me fait sortir de mon hôtel. On m'a dit l'hôtel coûte cher. Et on m'envoie dans la maison d'un monsieur, je reste là-bas. J'ai dit, Dieu, tu as ce que Bazé dit dans le film, tu as recommencé encore Dieu, non? Ça c'est mon thème, c'est moi, j'ai dit, Dieu, tu as recommencé encore. Je suis venue me chercher, ce petit avion m'a donné là. Je ne peux pas partir de thème maintenant, je vais dépenser, d'accord. Et je suis couchée la nuit. Vers 2h, 3h du matin, je commence à rêver. Je rêve. Je vois Jésus, je l'ai vu. Je vois Jésus qui est arrêté, qui a le dos tourné comme ça. Il y a deux messieurs qui sont arrêtés devant lui. Et moi, je viens par derrière dans le dos de Jésus. Je passe sur sa gauche. Mais je ne vais pas mentir, il est là, il me surveille. Et il passe sur sa gauche et il tourne la tête comme ça, il me regarde. Et déjà, oui, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Et je lui ai dit, je vais partir là où on va et puis on a longue vie là, c'est là-bas je vais partir. Et il a souri, et puis il a pris sa main droite, il m'a dit comme ça, c'est là-bas, il n'a plus parlé, il a fait comme ça. Je suis passée entre lui et les deux messieurs, et je me suis dirigée pour aller chercher là où il y a longue vie. Quand j'arrive là-bas, il y a une dame qui était en genoux, elle était en train de prier. Je l'ai regardée légèrement et je me suis mise sur son côté gauche aussi. Je me suis engenouillée. Et j'avais comme dans le restaurant chinois, là, comme l'eau. Alors je regarde dans l'eau là comme ça. C'est le visage de Jésus en grand comme ça. J'ai regardé, je me suis engenouillée là un moment. Et puis je me suis levée. J'ai laissé la dame là en genoux. J'ai parti mon chemin. Elle m'a dit d'aller là où il y a longue vie. C'est parce que j'ai trouvé de l'eau. Donc je me suis levée, je partais. Toujours, vous savez que les rêves c'est bizarre. Je partais et puis j'ai vu une espèce de rail où le train passe là. Mais c'est comme les grandes poubelles là qui ont des roues, ça a eu dessus, ça roulait comme ça. Et puis un petit garçon de 2 ans, il venait tout nu, il courait sur le rail là et puis il pleurait. Et je me suis arrêtée, j'attendais le petit garçon. Quand le petit garçon est arrivé à mon niveau, j'ai projeté le petit garçon, tout le monde est tombé derrière le rail là. Ce qui le poursuivait est passé. Et quand je me relève, au lieu que ce soit le petit garçon qui est là, c'est la dame que j'ai laissée en train de prier là-bas, qui était là. Et puis le sang qui était sur elle là, c'était bleu. Et j'avais peur, je ne comprenais pas, parce que je pousse un petit garçon qui est tout nu, et je me lève, c'est une femme. Je suis comme ça, et puis Jésus est venu dans mon dos, et il m'a dit, tu veux l'avoir longue vie? Je viens de t'échanger. La dame est couchée là comme elle est morte. Je viens de t'échanger. Et je me suis réveillée. Et j'ai commencé à crier. J'ai parti avec une de mes sœurs. Thérèse, Thérèse. Toi tu dis je ne vais pas à l'église. Je viens de voir Dieu. Je viens de voir Jésus et puis sa maman. Et puis elle me dit il est comment? La nuit là, je l'ai dessiné. J'ai dit voilà c'est qui là. Elle m'a regardé, elle m'a dit, et j'ai regardé. Elle m'a dit ah c'est le vrai Jésus. Parce que celui que j'ai vu, ce n'est pas celui qui est sur les affiches. Il est gaillard, il a de longs bras, mâchoire carrée, les yeux grands comme ça,
avec des trois plis ici, avec des cheveux qui n'est pas lisses comme on voit là. J'ai vu ça. Donc je l'ai vu. J'ai dit, monsieur le Yéti, vous Dieu ne pas à l'église, non? J'ai vu Dieu. Et maintenant, je suis là, j'ai dit à Dieu, mais j'ai dit, je voulais avoir longue vie. Tu m'as donné longue vie, mais maintenant je ne mange pas. Il faut me donner à manger. Je n'ai pas à manger. Un jour, j'étais à la maison avec Amélie. On n'avait pas l'argent. On n'avait que 1000 francs à la maison. J'ai lui appelé Amélie. J'ai dit, Amélie, c'est ça que demain on ne va pas manger parce qu'on n'a pas 5 francs. Amélie dit, toi tu n'as pas dit que tu as vu Dieu. Il faut lui faire confiance. Comment est-ce que tu dis que demain on ne va pas manger? J'ai dit, mais demain on ne va pas manger. Parce qu'il n'y a rien. Il faut faire confiance à Dieu. Si tu l'as vu là, il faut lui faire confiance. Demain nous allons manger. Elle me laisse dans mes problèmes. Elle s'en va faire coiffure. Elle va au salon. J'ai dit, moi je te dis, on n'a pas mangé. Toi tu t'en vas au salon. Amélie est partie au salon. Elle est sortie du salon. Il y a une voisine qui passe avec sa grosse voiture. La voisine voit Amélie, elle fait marche arrière. Elle demande, à qui si elle est là? Oui, à qui si elle est là? La dame s'est tournée, elle a levé 20 000 francs pour remettre Amélie. Amélie rentre à la maison comme ça, elle dit, ah, tu n'as pas dit, tu ne crois pas en Dieu, voilà, on va manger aujourd'hui. J'ai le coup de pas, j'ai dit, toi où tu as levé 20 000 francs là? Elle dit, c'est la voisine qui dit, il m'a donné pour que je vienne te remettre. J'ai dit, pardon Dieu, tu me donnes à manger. Mais comme mon père là, c'est juste ma petite histoire de Jésus-Christ et moi. Et ça va. Merci. Madame Akissi-Detta, vous avez rencontré des difficultés. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne vous a pas aidé. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à continuer malgré toutes ces difficultés-là, à vouloir toujours avancer? Qu'est-ce qui vous animait? Parce que pour moi, malgré l'âge que j'ai, tout à l'heure je dis, de tout mon âge est devenu international, alors tout le monde connaît, je pense que je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. Parce que quand les gens te voient, ils te disent que tu es, je ne sais pas, je l'ai dit. Là où on va et qu'on aide tout le monde là, moi quand j'arrive là-bas, personne ne m'aide, personne n'est là pour moi. Personne. Donc pour moi, je n'ai pas encore tout accompli, comme je viens de vous dire, ma grande famille, c'est 500, c'est près de 461 épisodes. Il faut bien que je me bats pour terminer. Quand je vais finir, je vais faire mon film qui est, vous avez dit tout à l'heure, le secret d'Akissi n'est pas encore été tourné. Parce que le secret d'Akissi, c'est mon histoire qui est dans mon livre, comment je suis arrivée à Abidjan, jusqu'à ce que je sois, comme je suis assise en face de vous. C'est ce que je vais faire, c'est le secret d'Akissi. C'est le livre va s'appeler Dieu a failli m'oublier. Maintenant, Dieu a failli m'oublier. Le film va s'appeler Dieu a failli m'oublier. C'est le secret d'Akissi. Mon secret est que malgré tout ce qu'on me fait, je ne me fâche pas. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je souris tout le temps. Je suis toujours gentille. On m'a dit donc pour que ça, c'est mon secret. Vous allez me dire comment ça? Même si je sors, je n'ai pas mangé. Même si je me donne la maison ici, moi. Même si j'ai un problème, dès que je sors de la maison, je souris. J'ai dit, si tu ne souris pas, les gens sauront que tu as un problème. Donc je souris, je suis contente, je suis toujours, il n'y a pas un jour, sauf un seul jour, j'ai failli m'emporter, j'ai dit, oh, donc maintenant je suis voilà comme ça, je suis sûre, tu ne sauras pas si j'ai problème ou je n'ai pas problème. Parfois les gens avec qui je travaille disent, elle fait exprès, elle s'en sort et puis elle s'en sort pas, parce que je suis toujours contente. J'ai souri tout le temps, donc c'est ce que j'ai trouvé, c'est mon âme, parce que c'est fâché, ça me fait rien. Je te connais pas du moment où je te vois. Tout à l'heure, vous avez dans la salle. Si tu me vois, je te salue comme si on se connaît il y a 20 ans, il y a 10 ans. Parce qu'on sait, je ne sais pas par qui Dieu va envoyer, comme il me cherche des problèmes. Je ne sais pas par qui il va passer pour m'aider. Donc, pour moi, toutes ces personnes que je vois, Dieu est dans eux. Donc, je suis toujours gentille pour dire à Dieu, je suis encore là. Merci. Mon père, je suis encore là. On dit à Dieu que je suis encore là. Monseigneur a entendu. On va passer le micro à Monseigneur. Monseigneur, comment ce que vous faites est en accord avec qui vous êtes?
mais je n'y pense même pas, honnêtement. Je fais et je ne réfléchis même pas. Et des difficultés que je rencontre au quotidien, il y en a beaucoup, hein. Je ne peux pas vous raconter tout. Je peux vous raconter tout cela. Mais je continue toujours à avoir comme une force intérieure qui me dit, va de l'avant. Non, moi je ne m'arrête pas aux difficultés, parce que si je m'arrête aux difficultés, c'est fini. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux chrétiens, aux personnes que je rencontre, il ne faut jamais que les difficultés aient le dessus, que les problèmes aient le dessus sur l'être humain. Les problèmes ne doivent jamais avoir le dessus sur l'être humain. Si le problème ou les problèmes ont le dessus sur l'être humain, c'est la fin de tout. Il faut toujours que l'être humain soit au-dessus du problème. Toujours. Ne jamais se laisser abattre par quel que soit le problème. L'être humain doit toujours être au-dessus. Mais lorsque vous avancez, il y a, quand vous êtes serein et limpide, je vous assure que Dieu vous accompagne. Dieu vous accompagne. Vous ne pouvez pas, vous-même, vous ne savez même pas comment vous arrivez à passer à travers toutes les difficultés, parce que n'oubliez pas, là où il y a le bien, il y a le mal. Là où il y a Dieu, il y a le démon. Et ça va presque ensemble. Mais moi, je crois toujours qu'à la fin, c'est le bien ou Dieu qui a le dernier mot. Merci, Monseigneur. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous voyez lorsque vous finissez de réaliser un pont ou un hôpital, par exemple? Je ressens la joie. La joie quand j'ai fini de réaliser un projet, un pont, un hôpital, une école, un puits dans un village. C'est la joie qui m'habite. Et c'est ma récompense, vraiment. Et je suis content. Et je ne peux même pas dire pourquoi je suis content de voir que les paysans qui n'avaient pas d'eau à tel endroit aujourd'hui, ils peuvent avoir de l'eau là. Il fallait qu'ils fassent 3 kilomètres pour trouver de l'eau. Ma joie, c'est la joie. J'ai vraiment cette sensation de joie. Et puis, le nom de l'association, c'est Afrique Future. Mais le prénom de l'association, c'est Deo Gracias. C'est comme ça, toutes nos œuvres s'appellent Deo Gracias. Chaque fois, pour moi, c'est merci mon Dieu. Parce que j'ai l'impression que je ne suis même rien là-dedans. Que ce qui est là-dedans, ce qui m'a aidé à faire, c'est plus grand que moi. Ce qui vous a aidé à faire est plus grand que vous. Merci, Monseigneur. Madame Akisidekta, pour qui d'autre voulez-vous faire connaître vos films à la télé? Pour qui? D'autres que vous. Quand j'ai fait le film, je ne pensais même pas que les Ivoiriens d'abord allaient apprécier. Et ensuite, c'est sorti de la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique francophone ont apprécié. Et ensuite, même les pays anglophones, donc je ne m'y attendais pas. Parce que je suis passée au Kenya avec Gou. Le monde était là sur nous. On arrive au Kenya avec Madame la ministre à l'époque. Elle a dit ici aussi, et il y a des gens qui nous ont dit on ne comprenait pas le français, mais ceux qui parlent le français nous ont expliqué. Et on a compris, et finalement les pays anglophones, et il y a des gens même qui ont triché ma famille, qui ont pris ma famille, ils ont traduit ça en anglais à mon insu, qui a passé au Ghana et un peu au Nigeria. Et ce qui m'a plu,
les Africains francophones qui se trouvent en Angleterre et aux États-Unis, ils ne savent pas quoi faire pour que les enfants parlent un peu le français. Ces enfants qui sont nés là-bas. Et ils ont montré ma famille aux enfants. Et les parents même qui ont duré là-bas, comment ça s'appelle le français, ils ont vu ma famille chez eux à la maison. Et ce qui m'a fait énormément plaisir, quand Eusou Dumont, un acteur béninois qui est américain aujourd'hui, il a un ami camerounais qui a cherché à me rencontrer. Et quand il m'a dit que Dumont a tous tes DVD chez lui à la maison, en ce moment il était marié à Jimora, que je regardais. Je disais, oh, donc moi, ma famille que j'ai fait ici, c'est tout là dans la maison de Jimora. J'étais contente. Et que Jimon est venu ici, m'a parlé, et c'est passé dans sa famille au Bénin. J'étais très contente parce que je ne pouvais pas imaginer que ma famille peut traverser les frontières jusqu'à aller en Haïti. Et puis on faisait une émission à l'île de Mayotte et puis Madagascar en direct à la radio. Donc on m'appelait et tous les gens de l'île de Mayotte, ils écoutaient, ça criait, chacun m'appelait pour parler de moi, ils parlaient du film de Goro, de Clémentine et de Amélie. Ça m'a fait plaisir, je ne pouvais pas penser que ça c'est le plaisir que je tirais dedans. Sinon financièrement, ça n'a pas été. Puisque si tu fais un film que tu ne vends pas, même à l'époque, les pays comme Cameroun, le Bénin, qui ont pris le film, l'épisode à combien? Tu peux tourner un film, l'épisode peut te coûter 500 000 francs. Mais on t'achète ma famille à l'époque, 25 000 francs l'épisode ou 50 000 francs. 50 000 francs l'épisode. Or, quand tu tournes 50 000 francs, 4 épisodes, ça va te faire 100 000. Or, pour tourner l'épisode, ça va te faire 500 000 francs. Donc, ce n'était pas pour l'argent. Je voulais seulement prouver aux gens, comme mon père vient de le dire, les gens aiment sous-estimer aux gens. On est avec notre intelligence. Maintenant, ici, si tu n'as pas un conteneur de diplôme, tout ce que tu fais, ça n'intéresse pas aux gens. Mais ils oublient que comment on appelle, nos anciens, les chefs du village, les chefs des cantons, ils étaient très intelligents. Et puis, tout le monde coupe à l'église, tout le monde coupe à la mosquée. Est-ce que c'est deux là, Mahomet et Bichot là, est-ce qu'ils sont partis à l'école, ils ont diplôme? Vous les respectez, vous courez par les prosterner à leurs pieds. Voilà quelqu'un qu'eux-mêmes ils ont fait venir. Peut-être ce sont les deux qui ont fait une, qui ont dit, bon voilà une qui n'est pas partie à l'école, mais elle est intelligente. Je pense que si les Africains, particulièrement les Ivoiriens, étaient intelligents, ils allaient dire, bon, nous on s'en fout des Blancs. Parce que voilà une qui n'a jamais mis pied à l'école, elle ne sait même pas lire et écrire, mais elle a travaillé, elle s'en sort et elle est intelligente. Comme je vous ai dit. Merci. Ma famille, j'ai écrit, façon, père en son nom, Malou parle le français. Je peux parler français de Malou, c'est moi qui ai écrit. C'est moi qui ai écrit français de Clémentine, c'est moi qui ai écrit français de Gou, c'est moi qui ai écrit français de Boiri, c'est moi qui ai fait tous ces micmacs, c'est moi celui qui ai tout fait. Donc je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Donc quand je vois nos autorités, du président jusqu'au ministre, ils me font la méchanceté, je dis c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que moi, je fais la méchanceté, c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents, je le dis. Je ne me suis jamais levée pour parler comme ça, mais je l'ai dit, ceux-là, mais est-ce qu'ils sont intelligents? Moi, j'ai vu les ministres de Oufoué-Boigny passer. J'ai vu les ministres de Alcona Bédier passer. J'ai vu les ministres de Gueye passer. J'ai vu les ministres de Gbagbo passer. Vous venez, vous continuez de faire la méchanceté avec moi. Des fois, vous passez et puis moi, il reste toujours à Kissi Delta. Bon, vous êtes ancien ministre ou ancien. Faites votre malin sur moi. Moi, je suis assise là seulement. Moi, Dieu me protège. Dieu me protège. Je suis là. Merci, Madame Akissi Dekta. Donc, le temps qui nous est... La première partie de notre modélisation explicite tire à sa fin. Le coach Cyril viendra prendre la relève. Mais avant de nous séparer,
que souhaiterez-vous qu'on retienne de Madame Akissi Delta? D'abord, comme on va terminer, je profite pour remercier le gouvernement ivoirien. Même si je sous-estime toujours, c'est pas grave. Je remercie ma ministre de la Culture qui commence à me comprendre. Je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait et elle continue de le faire pour moi. Ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Et puis, ce n'est pas parce que quelqu'un a été mauvais qu'on va saluer tout le monde. Il faut faire confiance. Il faut qu'on me fasse confiance parce que moi, quand je dis quelque chose, je le fais. J'ai un défaut que je connais. Je suis tellement bonne que quand je vois quelqu'un arrêter là, je dis, tu sais quoi? Demain, si j'ai l'argent, je vais te donner. Mais si Dieu ne m'a pas encore donné l'argent, tu ne veux pas dire que je suis mauvaise. Si je l'ai en train de vivre une grande vie et puis je ne peux pas te donner, tu peux te plaindre. Mais Dieu lui-même, il sait que je n'en ai pas et que c'est de bonne foi. J'ai dit ça pour te consoler. Et ce n'est pas méchant. Parce qu'on pense, on a envie de devenir grand. Quand tu passes, tu vois une belle voiture, tu dis, ah, si j'ai l'argent, je vais acheter la voiture là. Si j'ai l'argent, je vais construire cette maison. Nous tous, on va collectionner les dessins de maisons en espérant qu'on va pouvoir construire. C'est comme ça que tu aimes une personne, tu dis, ah, un jour, si j'ai la possibilité, je vais t'épouser. Des fois, les hommes le disent aux femmes. Les femmes disent, les hommes, c'est des menteurs. Il n'est pas menteur. Au moins, il disait que si j'ai les moyens, je vais t'épouser. C'était la vérité. Mais au moment où il a eu l'argent, il a vu une autre qui est plus belle. Merci, je suis contente d'être là. Merci. Et mon père, c'est Dieu qui vous a envoyé. C'est Dieu qui vous a envoyé aujourd'hui. Donc, je suis là. Merci, Madame Akissi Delta. Monseigneur Emmanuel. Moi, je souhaiterais que vous reteniez deux choses de moi aujourd'hui. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Quand tu te mets au service, chaque fois que, comme je vous ai dit, une communauté m'a demandé une aide, Dieu m'a toujours donné cette aide pour aider cette communauté. Alors que quand on travaille pour soi-même uniquement, vous en avez toujours besoin et vous n'en avez jamais assez. Deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez de moi aujourd'hui, c'est que le développement est d'abord la qualité de relation. Le développement est d'abord la qualité de relation. Tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce à la qualité de relation avec mes amis occidentaux, canadiens, français, allemands. On a travaillé comme des frères et sœurs. Il n'y avait pas de peau noire ou de peau blanche. Et puis aussi pour qu'on réussisse aujourd'hui au Cameroun, c'est la qualité de relation qui existe entre mes collaborateurs et collaboratrices et moi. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire quand on m'invite dans un village pour construire un pont, je leur dis toujours, construire un pont, c'est facile. Mais construire un pont entre le cœur des hommes, c'est difficile. À quoi bon, je dis, la qualité de relation que j'aille dans un village et je construis un pont alors que les gens s'entretuent. Ils continuent à s'entretuer. Donc, pour qu'on arrive à un développement vraiment serein, il faut d'abord améliorer les qualités de relation entre nous. Merci, Monseigneur. Merci à nos deux experts, à nos deux modèles qui ont bien voulu accepter de se prêter au jeu de la modélisation. Nous allons faire une petite pause avant que le coach Cyril
ne viennent pour approfondir le processus. Mais avant, je vous demande de vraiment les acclamer. Alors, j'ai une question pour ouvrir juste le bal des questions. Après, vous allez poser les questions à nos modèles. À quoi avez-vous le sentiment de contribuer de plus grand que vous? Autrement dit, quand vous faites ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites que vous êtes en train de contribuer à bâtir quoi? À faire quoi? Quelque chose de grand. C'est quoi que vous êtes en train de faire? De plus grand que vous. Vous êtes en train de faire quoi? De plus grand que vous. Je vais dire qu'on ne doit pas négliger quelqu'un. On ne doit pas dire que quelqu'un n'a pas d'importance. Imaginons, les gens vont au travail. Et ça, ce que ça ne veut dire, j'ai dit ça à notre Premier ministre actuel. Parce qu'aucune considération pour les artistes. Même s'il y en a en considération, ils vont choisir 2 ou 3. Le reste, on jette ça à la poubelle. Mais je dis à monsieur le Premier ministre, imaginez que vous partez au travail, vous êtes stressé, l'embouteillage, comment trouver l'argent pour le pays. Vous arrivez à la maison, il n'y a pas de télévision. Ok, si vous voulez votre journal télévisé, vous allumez la télévision, vous regardez le journal télévisé. Quand c'est fait, on a donné l'info, journal télévision sans générique. On allume, la personne sort, il finit de parler, on éteint, on attend, prochaine heure, vous allumez sans générique. Et puis vous dites, est-ce que vous allez pouvoir vivre? Ces personnes dont, imaginons on est là comme ça et puis on coupe le courant. Comment nous savons que le courant a été coupé? Ce n'est pas seulement votre climatiseur qui sonne ou votre congélateur. Mais c'est parce qu'il y a le bruit dans la ville. Et quand on coupe le courant, on sait qu'on a coupé le courant. Quand on coupe le courant, on le sent parce qu'il n'y a pas d'artiste. Tout est éteint. Il n'y a pas d'artiste. On peut prendre des milliards pour construire une télévision, une maison de télévision. Des milliards pour construire, pour avoir une télévision nationale. Mais les télévisions nationales, à qui va les animer? Même s'il y a les animateurs, les animatrices, le journal, ils vont s'asseoir, ils vont finir de parler. Ce sont les artistes. Ce sont des chanteurs, des musiciens, ceux qui font du cinéma. Mais pourquoi ceux-là, on ne les considère pas? C'est comme si on ne fait pas partie, on parle de l'affaire sérieuse si on n'a pas besoin. Moi, je dis dans mon pays ici, pourquoi chaque année, on va décorer des gens à l'indépendance, fin d'année. Pourquoi il n'y a pas des artistes? Fin d'année, chaque fin d'année, on s'en va saluer le président. J'ai vu que les fabricants de fourneaux viennent, les vendeurs d'aubergines, notre maman là vient. On ne voit pas les artistes aller saluer le président aussi. C'est comme si on n'en fait pas du tout partie. Ils vont choisir quelques artistes qui vont venir prester, mais même prester là, ils vont mettre la sono, mais on ne met même pas place où les artistes vont s'asseoir. Ceux qu'on ne considère pas, ce sont ceux qui seront là les premiers et ce sont ceux qui sont les derniers. Pourquoi? Parce qu'avant toute cérémonie, ils vont jouer la musique avant que ça commence. Quand c'est la fin, ils vont danser. Quand un milliardaire met son enfant au monde, on va appeler les artistes qu'on ne considère pas là, ils vont venir chanter. Quand ce milliardaire-là meurt, c'est encore les mêmes pauvres artistes qui vont venir chanter. Mais pourquoi comptez, nous faisons partie de vous. Mais pourquoi nous extraire de tout ce monde, tous ces milliardaires qui circulent? Pourquoi? Je ne comprends pas. Donc moi, quelque chose de grand que je voulais faire, je voulais dire aux gens, vous partez travailler, vous êtes fatigués. Quand vous venez à la maison, vous avez besoin de sourire. Donc, ce sourire, c'est quel film je peux faire? Je n'ai pas voulu faire un film avec pistolet, avec des palabres, mais je voulais faire quelque chose qui vous donne un peu de sourire. Même quand vous êtes fâché, vous regardez ma famille, ça va vous soulager. Un moment, ça va vous faire oublier vos soucis. Ça, c'est notre travail. Vous travaillez, mais nous, on est là pour vous faire sourire et vous faire danser. Et je voulais faire danser plus que tout le monde entier, que ce soit le noir et que ce soit les blancs, que tout le monde regarde mon film, qu'on sourit un peu. Ne cherchez pas à comprendre d'après Bébé Arafat, mais regardez seulement, c'est le sourire qu'on va vous regarder. Je ne suis pas là pour faire un film intellectuel où il faut aller parler gros français. Moi, c'est juste pour vous soulager un peu de vos fatigues. D'accord.
Monseigneur. Okay. Alors, il y a quelque chose qui me dépasse dans ce que je fais. Comment ce que je fais n'a qu'un seul but. Donner au monde plus d'amour. Lorsque nous arriverons à ce stade, le monde sera complètement transformé. Donc chaque acte que j'essaye de poser, c'est tout simplement comment rendre notre vie une vie d'amour, une vie fraternelle. Et ça me dépasse, c'est plus grand que ce que moi je peux faire. Merci, Monseigneur. Une autre question. Alors, j'ai deux questions. Une pour Madame Delta et une pour Monseigneur. Merci à vous pour cet espoir que vous venez de nous partager en voyant des personnes concrètes qui réalisent des choses aujourd'hui. Alors, la première question à Monseigneur. Votre association se nomme Afrique Future. Pourquoi avoir choisi ce nom? Et est-ce que vous avez réalisé cette Afrique future ou c'est toujours en attente? À Madame Delta, je voudrais vous demander, vous êtes beaucoup attaquée, mais je voudrais savoir dans l'équipe où vous avez travaillé avec les autres artistes, les comédiens, les acteurs, qu'est-ce qui fait votre joie de continuer à travailler avec les autres artistes, malgré le fait que quelquefois on vous attaque, on dit que vous n'avez pas donné l'argent qu'il faut. Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à travailler dans cette corporation d'artistes? C'est parce qu'ils ont tort que je continue de travailler. Ils ont tort. Et je vous ai promis, je n'ai pas envie de m'étaler. Parce que si je m'étale, que je dis tout, vous n'allez pas acheter mon livre. Tu as posé tes deux questions déjà, non? Parce qu'on m'a dit qu'elle a tout dit. Si j'ai dit tout, vous n'allez pas acheter. Non, je ne dis rien. Mais je suis assise devant vous. Il y a Hélène Brou qui est là. Il y a Amélie qui est là. Moi, habituellement, je ne suis pas prétentieuse. Mais je dis peut-être le Nigeria. Je dis peut-être le Nigeria, l'Hollywood. Sinon, il n'y a pas un Africain noir qui a tourné un film, qui a payé les gens plus que moi. Ça n'existe pas. Mais je ne vous dirai pas aujourd'hui. Le premier cachet d'un acteur pour 2 mois ou même 1 mois de tournage, 30 millions CFA. Vous avez compris? Mais je n'ai pas. Le moins payé, c'est 500 000 francs. Le plus payé, 30 millions. Comprenez? Ça n'existe nulle part. Mais je dis ça dans le vague. Mais je vais vous dire ça avec précision, avec les dates. Je n'ai pas envie d'écouter des gens. Vous savez, quand les gens ne veulent pas entreprendre, ils pensent que tout est facile. Moi, j'ai tellement souffert. J'ai tourné avec les gens qui ne m'ont pas payé. Je me dis, mais un acteur, que ce soit un chanteur, un acteur, qui loue une maison, son enfant doit être à l'école. Tu vois, la personne va lui tourner un film et toi, tu lui donnes 500 000 francs ou bien 1 million. Déjà, même avant d'aller tourner, il n'a pas payé sa maison au moins 3 mois ou 4 mois. Quand tu lui donnes les 1 million là ou bien 500 000 francs là, c'est déjà rentré dans le crédit. C'est déjà rentré dans le crédit. Donc, il faut essayer de les payer. Et quand les plans sont venus, je commence à dire aux plans là, les acteurs ici coûtent cher. Je l'ai fait pour eux. J'ai dit, les acteurs coûtent cher, il faut qu'on les paye beaucoup. Voilà un acteur, mon film peut coûter près de 800 millions parce que les acteurs coûtent cher. Et j'ai fait des cachets en fonction. Les mêmes acteurs là, ils se sont retournés pour dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas payer un acteur comme ça. Ça, on est sûr que si elle nous donne la moitié là, elle-même va garder la moitié. Pour quelque chose, tu vas les faire du bien. Et ils retournent derrière. Moi, je suis assis au centre de vous. D'ici A+ est venu en Côte d'Ivoire, c'est à cause de moi. A+ là,
C'est grâce à une Camerounaise que A+ est venue en Côte d'Ivoire. A+, c'est Afrique, Abidjan, Akissi. A+, c'est Akissi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. J'ai fait quelque chose. C'est venu aujourd'hui, ça tourne avec toutes les Africains. A+ est arrivé ici. Au Sénégal, il n'y a pas un film sénégalais qui va passer aucun. Je suis parti au Sénégal pour faire promotion. Aujourd'hui, A+ a battu au Sénégalais, Camerounais, Malien, Burkinabé, sauf moi qui ai fait, puis j'ai venu ici. Et il n'y a pas quelqu'un, c'est mes frères ivoiriens, les acteurs ivoiriens qui sont parmi me gâter. Mais comme je dis, je ne vous dirai rien. Quand je vais finir, écrire mon livre, quand je vais finir de boucler le film, je vais faire la liste de tous les acteurs avec leurs cachets à côté. Vous allez vérifier. Celui qui dit je n'ai pas payé, si toi tu as 10 millions de cachets pour 3 semaines de tournage, 3 semaines de tournage pour 10 millions, les gens se lèvent matin, midi, soir, ils vont travailler pendant 1 an, ils ne peuvent même pas économiser ça. Tu as 10 millions, la personne t'a payé, juste il reste 1 million 500 000 francs. Tu vas dire que la personne ne t'a pas payé? Tu vas dire que la personne ne t'a pas payé? C'est des mauvaises langues. C'est simplement la méchanceté. L'incapacité de certains, parce que presque tous les acteurs, chacun veut faire son film. Donc, vous avez un restaurant, c'est elle qui fait bien manger, vous mangez. Comme couturier, quand quelqu'un veut aller faire pour lui à côté, si la personne dit que ma patronne me paye bien, bien, ici, bien, les gens vont dire, mais pourquoi vous l'avez quitté? Donc, c'est toujours les Africains, on est né avec l'ingratitude. C'est pour ça que je remercie toujours Léonard Grogué. Je lui dis toujours merci. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Et c'est difficile, les Africains, de dire merci à quelqu'un. Certains ne sont même pas connus. C'est grâce à ma famille qu'ils sont célèbres aujourd'hui. Non pas ça, ils ont été payés, mais ils ne peuvent pas dire merci. Comme ils ne savent pas dire merci, ils préfèrent dire la méchanceté. Mais ces paroles, Côte d'Ivoire, ces paroles. Mais moi, je vous parlerai avec des preuves à l'appui. Et je continue à parler. Les gens pensent que moi, j'ai fini. Non. Quand j'ai fait premier ma famille, on dit, elle est finie. J'ai fait venir les Blancs. Ma grande famille, je vais finir. Mais je fais encore plus fort. Dieu est là, il ne me donne pas l'argent, mais il me donne la santé. Il me donne la santé, il me donne longue vie. Donc, longue vie que Dieu m'a donnée là, c'est pour que je puisse prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est ça, c'est pour ça que je suis encore là. Merci. Alors, merci madame. Pourquoi le nom Afrique Future? Est-ce qu'avec ce que j'ai fait, je trouve que j'ai réalisé l'Afrique du futur? Donc, un jour, je prenais l'avion à Vienne, en Autriche, et puis je vois un enfant à peu près de 7 ou 8 ans qui montait l'avion avec une raquette de tennis, un beau sac et tout. Ouais, je me suis dit, mais est-ce que un Africain, un petit Africain de mon village ou un autre village, aura-t-il un jour la même chance de monter dans l'avion fièrement avec sa raquette, superbe raquette qui coûtait très cher? Je me suis dit, j'avais mal au cœur. J'ai dit, nous n'avons pas eu le même passé, mais aurons-nous un jour le même avenir? C'est ça. Alors, quand vous voyez notre histoire, nous partons de l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Il y a de quoi désespérer. Mais non, avec le nom Afrique Future, je dis non, nous ne devons pas désespérer. L'avenir, nous n'avons pas eu le même passé, mais pourquoi nous n'aurions pas tous le même avenir? Ce que j'ai réalisé, ce n'est qu'une petite parcelle, une infime de cette Afrique qu'on rêve. Mais il y a encore beaucoup à faire. D'ailleurs, je dis toujours, quand on me dit, mon soeur, vous avez beaucoup fait, je leur ai dit non. J'aimerais encore faire 1000 fois plus que cela. J'ai l'impression, honnêtement, de n'avoir rien fait. Mon désir, c'est que l'Afrique puisse avancer et rattraper les pays européens
nord-américain, qu'on sorte de notre sous-développement pour atteindre aussi le niveau de ces pays. Et nous sommes capables. Je suis sûr qu'un jour, on y arrivera. Madame Akissi, vous avez parlé des difficultés que vous avez rencontrées sur votre parcours. Si c'était à refaire, et si vous aviez à conseiller un jeune qui commence aujourd'hui, que lui diriez-vous? À refaire. À refaire. Bon, à refaire, je n'ai pas encore fini. Comme je dis, je dois faire mon dernier film qui est Le Secret d'Akissi. Quand je vais finir faire Le Secret d'Akissi et un film de grand écran pour faire mon jubilé, si j'entends action quelque part, je tombe en brousse. Je ne veux plus jamais entendre parler de cinéma. Je ne veux plus. Parce que ça m'a pris toute ma vie. J'aurais pu m'allier tranquillement, m'occuper de mon petit mari. Ma maman m'a appris à faire la cuisine. Je ne me suis même pas servi ça pour préparer pour donner à un homme. Je n'ai pas fait. Je suis tout le temps en train de faire. Je n'ai même pas eu le temps même. Mon père là, mon Seigneur, il ne faut pas vous aller faire. Je n'ai même pas eu le temps même de faire quelque chose de bon. Donc je suis là, je me suis consacrée à ça. Et tout ce que tu recueilles, à part quelques-uns, c'est que la méchanceté des uns et des autres. Si j'ai fini, ce secret d'Akissi n'était pas mon histoire. Parce que si je ne fais pas le secret d'Akissi, vous n'allez pas mieux me connaître. Parce qu'il faut que le livre sorte, secret d'Akissi sorte pour que vous voyez vous allez voir combien de fois je me suis sacrifiée pour ce métier que j'ai aimé, qui est le cinéma. Donc pour moi, je suis vraiment dessus parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire que dire merci à quelqu'un. Merci. Parce qu'aujourd'hui, même si vous avez des citernes d'eau pour boire, mais le jour que vous avez soif, quelqu'un vous a donné un verre d'eau à boire, vous dites, mais après de son un verre d'eau là, mais si en son temps, on ne vous a pas donné de verre d'eau, vous ne serez pas comme ça. Il y a une dame que j'adore ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle Adrienne Coutoin. Elle a commencé par la télévision ivoirienne, dont le cachet a commencé par 15 000 francs, nous tous on a pris, donc 20 000 francs, 25 000 francs. Même quand elle est en train de tourner un film où on va lui payer des milliards, quand la date de « faut pas fâcher la arrive », elle laisse s'envoyer, c'est là-bas, elle a commencé. Vous ne voyez pas comme elle prospère. Elle prospère parce qu'elle est reconnaissante avec la télévision ivoirienne, avec au moins un nom Steve. Elle est reconnaissante, cette dame. On ne comprend pas pourquoi elle avance, qu'elle a de gros contrats, parce qu'elle est reconnaissante. Parce que la méchanceté gratuite, quand on fait, on pense qu'on ne sait pas, mais Dieu, lui, dans le cœur de chacun de nous, quelqu'un qui t'a permis de te faire connaître, il faut avoir le respect pour la personne. Les parents de Noam Bala m'ont vu, les parents de Feu Henri Debac m'ont vu, et les parents de Léonard Goguet m'ont vu. Ce que j'ai fait, j'étais à leurs pieds jusqu'à ce que Dieu les appelle. Le respect total, je pense que ça peut se faire. Le diplôme n'a rien à voir. Des diplômes sont dans les valises, et puis maintenant quelqu'un te tend la main. Il faut être reconnaissant avec la personne. C'est pour ça que je ne ferai plus de cinéma. Je préfère m'occuper de ma vie parce que même simple merci, tu ne reçois pas. Alors pourquoi continuer? Je ne m'occupe même pas de mon village, de ma famille biologique. Je suis dans fait de cinéma. Tu payes, imaginez-vous, les Ivoiriens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre tête. C'est vrai, parce que c'est les Blancs qui sont venus me donner l'argent. J'ai un contrat avec les Blancs. Donc le contrat là, moi je suis payé. Peut-être quand le film va finir, qu'ils vont vendre. Moi, je dis, voilà, tu as 20%, tu as 40% parce que c'est nous qui avons financé. Mais normalement, j'ai caché, même caché que tout le monde. Et il y a certaines communautés qui sont 2 fois plus payées que moi dans le cachet. Parce que je ne suis pas l'actrice principale. Je viens en 3e position dans le film, 4e position dans le film. C'est comme ça que je viens. Donc, me paye en tant que second rôle. Mais vous imaginez un acteur qui a un cachet de 10 millions. L'acteur, moi je suis payée à 7 millions. L'acteur est malade, laissez-moi c'est mais elle travaille avec les gens, ils sont malades, mais ils sont malades. Pourquoi elle ne les soigne pas? Il y a 600 acteurs. Moi j'ai 600 acteurs.
Moi, mes 7 500 000 que j'ai comme cachet, je paye maison, je paye courant, je paye l'eau. Il y a ma famille. Ma grand-mère a fait 13 enfants. Chaque 10 filles, chaque enfant, chaque 10 filles a fait plus de 12, 3. Imaginez, j'ai plus de 600 personnes personnelles dans ma famille. Ceux-là, ils sont là. Je dois payer maison, m'occuper de ma famille. À cause des comédiens, il n'y a même pas maison dans mon village. Quand vous dites que mes accidents fait quoi, mais la personne a perçu son cachet. Vous dites, mais moi, mes 7 500 000 que les plans m'ont donné, que bientôt vous allez tous se voir là. Je crois que vous soyez tous les 600 personnes. J'ai bien marché avec vous venir ici. Elle a fait des grands films. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Elle n'a rien. Elle marche à cause de votre bouche. Parce que vous, Ivoiriens, vous êtes partis à l'école, vous êtes intellectuels, vous ne savez pas faire la différence des choses. Essayez de reprendre encore. Parce que vous connaissez le papier, vous roulez dans une grosse voiture, mais vous ne connaissez rien. À Madame Delta Akissi, tout à l'heure, vous avez dit, quand vous dites quelque chose, nous rions, et les gens, nous avons ri, quand vous avez déclaré que les intellectuels ne sont pas intelligents. Nous avons rigolé. Mais au fond, vous menez un plaidoyer qui est réel. Qui est réel. Parce que il y a un concept philosophique qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Je parle en présence de Monseigneur qui a fait beaucoup de philosophie. Et cette métaphore reflète le rôle de l'éducation au sein d'une société. Vous êtes en train de dénoncer la stratification sociale qui classe une société par des étapes. Haute classe, classe moyenne et classe basse. Et ceux qui sont au haut ne veulent pas regarder ceux qui sont en bas pour les tirer. Pourtant, Platon, dans l'allégorie de la caverne, donne le rôle de l'éducation. Quand vous êtes éduqué, vous devrez repartir vers le bas pour partager, retransmettre votre éducation à ceux qui sont restés, pour qu'eux aussi sortent et aient accès à la lumière. C'est comme ça, ces 3 prisonniers qui sont dans une caverne, un se montre curieux pour aller vers la lumière, mais après il réalise que la lumière qu'il percevait n'était qu'une illusion d'optique. Et finalement, il poursuit le chemin, il accède à cette lumière et il se dit, je dois me donner l'obligation de repartir, la partager, cette lumière, à ceux qui sont restés dans la caverne. Au fond, c'est le rôle social d'un intellectuel, mais qui, malheureusement, ne l'incarne pas dans beaucoup de pays africains. C'est le plaidoyer que vous menez. En tout cas, ce n'est pas une question, madame, c'est une contribution. Merci. Merci pour la question. Non, effectivement, mon rêve est que je sorte un jour du Cameroun. D'ailleurs, c'est pourquoi, avec le gouvernement camerounais, l'accord, c'est pour l'Afrique centrale que nous avons. Nous avons un accord, l'accord de siège, que les ambassades ou les organisations internationales comme l'UNESCO ont dans les pays. Et donc, pour que l'Afrique future ait cet accord de siège, il fallait que je m'engage à travailler au moins dans la sous-région. Mais le problème que nous avons en Afrique, je ne connais pas la Côte d'Ivoire, mais nous, au Cameroun, c'est le problème des ressources humaines. Même au Cameroun, j'aimerais faire plus, construire plus de dispensaires et d'hôpitaux et de ponts, mais qui va gérer tout ça? Le problème, c'est d'avoir des personnes de confiance. L'autre jour, j'ai envoyé une équipe construire, je suis en train de construire une église dans un village, dans à peu près 10. Et les ouvriers qui sont allés avec leur chef qui a gagné le marché, et ils nous ont dit, voilà, nous n'allons pas puiser de l'eau. Il faut que les chrétiens aillent puiser de l'eau à la rivière pour nous ravitailler, pour tourner le béton. C'était conclu comme ça. Les chrétiens de ce village se sont engagés
Et puis maintenant, il arrive que l'eau manque. Mais il pleut. Tenez-vous bien. Il pleut. Et les ouvriers ont refusé de mettre les fûts pour recueillir de l'eau. Comme on a dit que ce sont les chrétiens du village qui vont aller à la rivière, presque 1,5 km pour puiser de l'eau, ils n'ont pas mis les fûts pour recueillir de l'eau. Vous comprenez nos problèmes. Est-ce que nos problèmes en Afrique, c'est d'abord les ressources humaines? Alors, je vais poser la question à l'évêque. Mon père, vous avez tantôt dit que construire le pont, ce n'est pas tant que ça le plus important. Vous voyez plus dans la construction du pont entre les cœurs. Et ce que je comprends, c'est que vous avez pu dénoter que parfois, dans certains environnements, ils ont déjà besoin d'avoir cette connexion de cœur. Et à la question du coach Cyril, vous avez parlé, lorsque vous parliez de plus grand, vous avez parlé d'amour. Et j'ai fait la relation, j'ai vu ce qui peut véritablement construire le pont entre les cœurs, c'est l'amour. Est-ce que dans votre processus, lorsque vous arrivez dans un village et que vous constatez, ou même si vous ne constatez pas, est-ce qu'il y a une démarche au-delà du pont physique, une démarche pour sensibiliser les gens à véritablement construire le pont entre les cœurs? Et je veux dire par là, mettre au devant cet amour-là, pour moi, parce que je vois l'amour qui est ce cordon, je veux dire, ce lien entre les cœurs. Est-ce que dans votre mission, il y a également cette mission au-delà de la mission de construction réelle, matérielle? D'abord, avant de commencer la construction d'un pont dans un village, j'organise toujours une messe. Toujours. Et je n'oublie jamais de leur dire, construire le pont entre ces deux villages, construire le pont matériel, c'est facile. On a déjà l'argent, on a les matériaux. Mais construire le pont entre vos cœurs, le cœur des autres de l'autre village et le cœur de celui-ci, je leur dis toujours, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je leur dis, est-ce que les êtres humains sont-ils des animaux? Les animaux vont traverser ce pont de façon indifférente, inconsciente. Mais vous, les êtres humains, en traversant ce pont, vous devez faire plus que les animaux. Vous devez avoir une ambition, c'est de rejoindre le cœur de l'autre. Donc je le fais toujours. Et chaque fois que je viens pour visiter le chantier, parce qu'ils sont là pour aider comme manœuvre ou le sable, ainsi de suite, quand je fais la messe, je leur répète toujours la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le pont entre deux villages. Déjà le pont entre les gens d'un même village, qui est le plus, d'ailleurs, c'est même le plus difficile. Ils préfèrent encore construire le pont de cœur avec quelqu'un d'autre dans un autre village que quelqu'un qui est dans son village. Je voudrais peut-être dire mon admiration et mon ressentiment à mon Seigneur. En vous suivant, vous êtes réellement ce monument en face de la vulnérabilité. Et je crois que pour moi, c'est quelque chose qui galvanise. Mais aussi en vous suivant et en suivant Mme Akissi, je voudrais dire à Mme Akissi que ce que vous ressentez me paraît être quelque chose de logique dans un processus de modélisation. Les insultes, les ingratitudes, le mépris sont les ingrédients de votre modélisation. Parce que tout à l'heure, en faisant les photos avec vous,
on ne pouvait pas voir ce côté. On ne pouvait voir que l'Akissi, la grande Akissi. Et ça nous dit souvent que les monuments, quand on regarde un monument à un carrefour, on ne sait pas souvent quels sont les bois qui ont souffert pendant combien de temps, mais on retient seulement le monument. Et quand le monument apparaît, qu'on soit chinois, américain, on voit seulement que c'est le monument, l'aigle ou quelque chose, mais on ne voit pas ce que ça a coûté après. Ma question est celle-ci. En jouant la scène de servante dans les foyers que vous avez pu reproduire, j'ai bien compris que peut-être par vocation, vous avez choisi de ne pas avoir une vie de foyer. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais je voudrais dire, quand Akissi, la servante dans une famille, rentre chez elle et qu'elle a aussi une servante chez elle, comment le jeu de rôle se passe? C'était quelque chose que je présentais. Vous avez vu aussi que M. Boyeli, il a d'autres enfants à part avec moi. Il y a Kevin et puis il y a Nasco. C'était pour présenter, parce que ne regardez pas seulement le film pour rire. Tout n'a pas été écrit au hasard. Tu vas épouser un homme, il a deux enfants. Vous aimez l'homme, vous n'aimez pas ses enfants. Vous épousez l'homme, vous n'aimez pas sa maman. C'est pour ça que j'ai montré ma belle-mère aussi compliquée et difficile. Mais je l'aimais toujours. Parce que l'homme que tu aimes là, cet homme-là, c'est la maman là qui a lavé son fils. C'est la maman là qui a mis son enfant à l'école. C'est la maman là, quand son enfant a été redoublé de classe, c'est la maman là qui pleure. C'est la maman là qui a fait au bruit aujourd'hui, le monsieur là, il travaille. Il a une belle voiture. Quand j'ai trouvé mon pain croustillant là, c'est pas toi qui l'as mis à l'école. C'est quelqu'un qui a fait pour qu'il soit pain croustillant aujourd'hui. Les femmes courent après qu'un homme est bien dans la voiture, il a tout. Il est ministre là. C'est une femme qui a fait. Si c'est pas ça, c'est une femme qui a fait. La femme, c'est sa maman. C'est pas sa maman, sa grande soeur ou sa grand-mère. Vous rentrez dans ce foyer, vous ne voulez voir personne. J'ai fait le film pour montrer maman Nadia aussi sévère, pure et dure. Mais jamais je lui ai manqué de respect. Malgré tout. Je sais que les vraies belles-mères n'iront pas jusque-là. Kevin et Nastou ne sont pas mes enfants. Mais je dis, quand tu as épousé un homme, tu épouses en même temps ses enfants. Pourquoi les femmes voudront que c'est les enfants qui se plient? Les enfants, leur papa est célibataire. Ils sont bien avec les papas. Des fois, mais ils sont dans la chambre de leur papa. C'est toi qui es l'intrus, tu viens rentrer entre les gens. Et puis toi qui viens d'arriver, tu ne veux pas faire un effort, tu veux que tous les enfants n'ont qu'à t'accepter. Du coup, ils ne vont pas t'accepter. Ils n'ont pas le cœur de leur papa. Mais c'est toi qui dois faire petit à petit pour gagner le cœur des enfants de ton mari, pour gagner le cœur de ta belle-mère. C'est tout ça que j'ai essayé d'expliquer. Vous allez parler aussi de servantes. Ce n'est pas seulement dans le film, mais en réalité, aujourd'hui, j'ai servante. J'en ai 4. J'en ai 3 et demi. Je mors à la maison. J'ai 3 et demi parce que l'autre n'est pas tout à fait servante. Donc j'ai 3 à la maison. J'en ai 3 officiellement à la maison. Mais c'est pour moi, ce n'est pas les servantes. Ma servante qui est restée avec moi, elle a fait 4 enfants dans la maison. 4 bébés. Elle est enceinte. Elle accouche. Elle revient. Elle est enceinte. Elle accouche. J'ai 4 bébés. Moi, je n'ai pas fait d'enfant. Du coup, je suis devenue grand-mère. Quand tu viens, tout le monde dans mon Dieu, on est content. Ces enfants-là, demain, ils vont me servir. Je ne peux pas comprendre comme une personne travaille chez vous à la maison. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que la servante fait. Des fois, même elle va jusqu'à faire le lit. Madame, elle est à la maison, elle quitte au travail, elle vient ne faire que manger, monter, aller dormir. Vous dites que la servante a pris mon mari, mais si elle fait la cuisine à votre mari, c'est elle qui va masser le pied de votre mari, c'est elle qui lave le culotte de votre mari. C'est petit coucher là seulement qui reste. Vous pensez que c'est ça qu'elle ne peut pas faire? Vous pensez que c'est monter, aller faire l'amour là seulement qui fait foyer là? Elle fait tout votre corvée, il reste couché là. Mais elle fait coucher là aussi, vous vous plaignez. Non, mais essayez de vous revoir. Un mari, on ne laisse pas la servante faire tout. Même quelqu'un d'autre ne doit pas faire manger à votre mari. Votre lit, vous devez faire ça vous-même. Les culottes de votre mari, vous devez pas faire ça, mais c'est la servante qui fait tout. Mais si vous laissez faire tout, pourquoi vous ne partagez pas l'homme avec elle? Donc les servantes, comme moi j'ai travaillé,
Les gens chez qui j'ai travaillé, ils ont été tellement durs avec moi, en dehors de la dame qui a fait, et puis Papa Léonard Dieu m'avait, en dehors de cette dame, elles n'étaient pas tout à fait pas servantes. En dehors de cette dame, les gens ont été très durs avec moi. Donc vous verrez dans mon livre et dans mon film que je ne vais pas expliquer ici, monsieur. Merci. Je vais demander à nos charmantes hôtesses de bien vouloir s'avancer pour cette petite cérémonie, après quoi le coach Cyril dira le mot de fin pour cette session, que la prochaine fois, nous prendrons le temps de rendre encore plus long, parce que, coach Cyril, vous avez suscité la soif, et puis maintenant, vous empêchez les personnes d'étancher leur soif. Alors vous voyez venir, nous avons pris les deux plus jeunes hôtesses. Voilà. Il y a une petite écolière. Coach Cyril, je vous présente coach Judith, Myriam, très bien, et coach Germaine, qui vont venir et qui vont s'avancer, aller remettre les présents. Allez-y. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Donc ce sont les présents du CFCI. Ce ne sont pas des photos. Il s'agit de dessins réalisés par un artiste et qui représentent, qui traduisent notre affection. Judith Myriam, remontez. Vous allez faire la photo ensemble. Voilà. Voilà, vous restez à côté pour la pause, coach Cyril. Voilà, très bien. Merci pour la postérité. Akissi Delta. Ces personnes ici présentes, je suis certain, vous porteront bonheur. Parce que ce que vous avez dit, vous l'avez dit à côté de quelqu'un qui parle, qui chuchote à l'oreille de Dieu. Il a entendu vos plaintes. Et je prophétise que d'ici l'année prochaine, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Merci.